Allô, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Si c'est le cas, vous pouvez réagir ou mettre sur le chat. D'accord, super. Nous allons commencer dans 5 minutes, le temps de permettre aux autres participants de se connecter. Merci.
Allô, vous m'entendez? Jean-Paul, je peux confirmer, s'il te plaît? Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et d'accord. Merci à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents encore une fois à ce webinaire organisé par ST Digital et qui est consacré sur un sujet essentiel, la sécurité des accès. Parmi plusieurs solutions régulièrement évoquées, l'authentification multifacteur, la MFA, revient souvent comme une piste sérieuse. Alors, qu'en est-il réellement de la MFA? Quels bénéfices concrets peut-elle offrir? Est-elle adaptée à toutes les organisations, qu'elles soient quelle que soit la taille, leur niveau de maturité numérique et surtout, doit-elle s'imposer comme une règle ou rester une option modulable? Alors, cet après-midi, c'est à ces questions-là que nous allons répondre dans ce webinaire avec un programme assez vaste comme une compréhension claire de ce qu'est la MFA et des différentes formes qu'elle peut présenter, qu'elle peut prendre, pardon, une réflexion sur son rôle dans la protection des systèmes d'information, des pistes pour la mettre en œuvre de manière pragmatique, même avec des ressources limitées. Avant de laisser la parole à notre consultant et d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur ST Digital. Alors, nous sommes une entreprise panafricaine spécialisée dans les services numériques avec une présence en Afrique centrale et de l'Ouest. Notre mission, elle est simple, c'est d'accompagner les entreprises et institutions africaines dans leur transformation digitale à travers nos domaines d'expertise, le conseil, l'infrastructure et les clouds, les solutions métiers et collaboratives, l'intelligence artificielle et bien sûr la cybersécurité. À travers ces expertises, nous proposons des solutions sur mesure, fiables et conçues pour répondre aux réalités opérationnelles locales. Euh, Durant cette présentation, à la fin de cette présentation, nous aurons une session de questions et réponses où Jean-Paul va répondre à toutes vos questions. Mais pendant qu'il sera en train de présenter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Il va, il va revenir à la fin. Merci encore d'être présent et je laisse la parole à Jean-Paul Pereira qui sera chargé de nous éclairer sur les enjeux clés de la MFA et partager des pistes concrètes pour mieux sécuriser nos accès. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Jean-Paul, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Fabrice. Rebonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre connexion massive aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter pour ceux qui participent à ce webinaire pour la première fois. Je suis Jean-Paul Pereira, je suis consultant technico-commercial à ST Digital. Et à la séance d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Expression est-elle encore optionnelle aujourd'hui, en 2025? Vous m'entendez bien? Oui, Jean-Paul. Allô? Oui, allô, Jean-Paul, on OK, t'entend très bien. merci. OK, merci beaucoup, Fabrice. OK, donc je disais, le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est l'authentification multifacteur, encore optionnelle en 2025 ou obligatoire. Donc, comme Fabrice l'a signifié aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est quoi un peu l'horizon de, de- du pays de la sécurité en 2025. On va faire une petite mise en situation, mise en contexte. On va voir un peu ce qu'en détail, les meilleures solutions qui existent aujourd'hui pour faire de la MFA.
nous allons nous attarder sur la solution Azure MFA de l'éditeur Microsoft. Et nous allons terminer un peu par comment est-ce que nous pouvons nous mettre en conformité ou bien comment est-ce qu'on adopte un peu la MFA en 2025. Allô, Jean-Paul? Donc, vous avez ici ce slide 1, oui, Euh, ok. Vous avez ici à ce slide, oui, Allô? Fabrice? La connexion, nos participants ont beaucoup du mal à te suivre. Le son un peu assuré, ça s'entrecoupe par moment. Ok, là c'est mieux. Oui, c'est bon là. Tu peux continuer, on va voir au fur et à mesure. Ok, donc je disais, nous n'allons pas encore rien, vous n'avez rien raté. Nous allons commencer un peu mise en situation en 2025. Quels sont un peu les mots qui doivent nous trigger, qui doivent un peu nous alerter quand, de manière, on va dire, concrète, quand nous sommes en charge de la gestion de la sécurité de nos infrastructures, peu importe la taille. Donc, vous avez dans cette slide actuelle quelques mots qui nous parlent à différents niveaux. Donc, on a en grand la sécurité de l'Internet, la sûreté de l'Internet, la confidentialité de l'information, la propriété privée, le cyberharcèlement, le crime informatique, etc. Donc, vous avez quelques mots qui symbolisent tous ensemble des menaces réelles auxquelles sont confrontées les entreprises de toute taille, de tout pays, de toute situation, de tout secteur d'activité. Donc, au milieu de tout ça, la menace réelle auquel nous tous, acteurs ou bien gestionnaires de la sécurité, ou bien acteurs ou bien travailleurs dans un département informatique, le mot que nous Allô? redoutons le plus, c'est un ransomware. Oui, allô? Allô, Jean-Paul? On a toujours un Oui. problème avec la connexion. Je vais essayer de partager mon écran et tu me diras quand aller sur le Next. C'est bon parce que là, Vous n'envoyez pas mon l'image écran? l'image n'est pas bonne en fait. L'écran est partagé, mais on a du mal à voir ce qui est écrit. Euh, c'est bon, ça te convient, je partage mon écran et on avance. Ok, nous pourrons procéder comme ça, pas de souci. D'accord. C'est bon, vous voyez mon écran. Moi, tu peux confirmer, s'il te plaît. Oui, je vois Oui, c'est ton bon. écran. OK. Là, je suis sur le sommaire. On va vérifier avec nos participants avant de continuer. OK, je pense que c'est bon. OK, Jean-Paul, on peut continuer. Ok, merci. Nest. Nest. Ok, donc dans cette première présentation, dans cette première partie, nous allons commencer avec une mise en situation, comme je le disais. Euh, donc, nous avons, je le disais, un nuage de mots qui parle à chacun d'entre nous à certains degrés. Donc, on parle de la sûreté de l'Internet, on parle de la propriété privée des informations que nous utilisons, que nous manipulons. On parle du traitement des données sensibles, on parle du cyberharcèlement, de l'espionnage et tout. Donc, les informations sont au cœur du traitement ou bien de la gestion du cycle de vie de nos entreprises. Et ces informations sont liées à nous, les utilisateurs qui les manipulons. Donc, ces nouveaux mots
vient s'ajouter à des mots que vous connaissiez. Donc, tout acteur dans un DSI, dans un centre informatique, c'est ce que c'est qu'un ransomware. Un ransomware, c'est une attaque de quelqu'un qui crypte vos informations et vous demande une rançon. Maintenant, comment est-ce que cette attaque-là, elle intervient? Est-ce que c'est en un jour? Est-ce que c'est en plusieurs étapes? Euh, ce n'est pas le sujet de cette présentation actuelle, mais vous avez tout un tas d'autres menaces comme les malwares, les menaces contre l'accessibilité, les dénis de service, les menaces d'ingénierie sociale. Les menaces d'ingénierie sociale sont des gens qui usurpent l'identité, qui vous trompent, qui vous manipulent et qui vous forcent à faire des actions. Ils vous forcent à cliquer sur un lien dans un mail, ils vous forcent à cliquer sur un site web frauduleux. Et le point commun de toutes ces attaques, c'est le mot de passe ou bien le point d'entrée qui sont votre compte, c'est-à-dire votre adresse mail et le mot de passe que vous saisissez, que ce soit sur un site, on va dire, non, non réputé, sur un site frauduleux, sur un site, que ce soit même un site licite, mais qui a été sous-exploité. Donc, vous avez tout un tas d'attaques aujourd'hui qui sont on va dire, qui sont vos réalités. Vous êtes confrontés et si vous n'y êtes pas confronté, vous vous préparez au jour le jour contre ces informations, contre ces mots, contre ces cybermenaces, contre ces risques. Oui, n'est-ce, Fabrice? N'est-ce? OK. Donc, nous avons quelques chiffres. Donc, selon Gartner, Gartner, c'est quoi? Gartner, c'est une entreprise mondiale qui fait dans le classement des solutions de plusieurs éditeurs différents et qui sort un peu une liste des meilleurs sur l'année et par secteur d'activité, par catégorie. Donc, selon Gartner, ils ont mené une étude et ils ont sorti que 60% des organisations qui utilisent uniquement un mot de passe auraient connu une compromission d'ici 2026 ou bien connaîtront une compromission d'ici 2026. Donc, l'activation de la MFA bloque 99% et 89,2% des attaques par mot de passe selon Microsoft, selon une étude de la sécurité par Microsoft. Donc, un autre rapport de Verizon euh, nous montre que 74% des violations de données impliquent l'exploitation d'identifiants volés ou faits. Donc, tous ces rapports indiquent une seule chose. Le point de départ de plusieurs attaques qui nous concernent commence toujours par l'exploitation ou bien le vol d'identité. Le vol d'identité, comme on le connaissait, c'était quoi? Je viens sur un site ou bien je viens dans mon organisation, j'entre mon nom ou bien j'entre mon mail, j'entre le mot de passe et je passe. Si c'est bon, je ne passe pas. Si c'est le bon mot de passe, là, je rentre. Maintenant, n'est-ce, Fabrice? N'est-ce? OK. Donc, quelques chiffres sur la cybersécurité en Afrique. Donc, les chiffres que j'ai montrés un peu plus tôt sont des chiffres qui nous parlent de manière mondiale, de manière globale. Oui, tu peux revenir un peu, s'il te plaît, Fabrice. Allô, vous voyez mon écran? Allô, vous m'entendez? Oui, Jean-Paul, c'est bon. On Et voit on ton écran. t'entend. Hmm. Et l'écran? C'est bon aussi. OK, merci. Donc, comme je disais, selon quelques études un peu sur la cybersécurité, sur le paysage de la cybersécurité en Afrique, donc on a vu qu'il y a eu plusieurs attaques qui ont été menées sur l'Afrique, que ce soit l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, Ouest-Afrique ou Centrafrique. Plusieurs attaques ont commencé toujours par un vol ou bien une usurpation d'identité.
Donc, l'attaquant arrive à avoir le mot de passe de quelqu'un, que ce soit quelqu'un à privilège, quelqu'un qui a peut-être un rôle élevé dans l'entreprise, que ce soit un administrateur ou un utilisateur simple, un utilisateur, un employé, quelqu'un du métier qui n'a pas trop de privilèges, de comptes d'administration dans l'organisation. Donc, l'attaquant commence toujours par ses identités avant de remonter petit à petit. Maintenant, on voit que selon la CRTV, plus de 18 milliards de francs CFA ont été détournés auprès des opérateurs télécoms au Cameroun. Euh, Selon la CIO-MAG, des accès frauduleux au système de la BCEAO en Côte d'Ivoire en 2019 ou l'émission de transferts frauduleux d'argent pour un total de 237 millions, etc. Donc, vous avez tout un tas de chiffres qui vous montrent les quelques grandes attaques connues. Ce n'est pas toutes les attaques que nous avons eu à déceler, mais les quelques grandes attaques qui ont touché, on va dire, le grand public. Et ces rapports, selon l'enquête menée par la PYC du magazine Cybersecurity Africa, montrent un peu que peu importe la taille, vous voyez que là, ce sont des grosses structures qui ont été attaquées, mais les petites entreprises sont également la cible des cybermenaces au jour le jour. Donc, peu importe de l'entreprise, peu importe la taille et le secteur d'activité, personne n'est épargné. Les cybermenaces évoluent, l'attaquant et on va dire, l'appât du gain derrière est tellement énorme que les techniques et un peu les motifs d'attaque ne cessent d'augmenter. Donc, il est donc nécessaire pour nous de se prévaloir contre ces attaques-là, de connaître un peu qu'est-ce qui nous rend vulnérables, comment, on va dire, réduire ces surfaces d'attaque-là et comment mitiger complètement ces risques. Donc, quels sont les défis de sécurité des identités en 2025? Donc, la plupart des cyberattaques, comme je le disais, par usurpation d'identité. Donc, si je dois t'attaquer, j'ai besoin, pour commencer, d'avoir accès à tes ressources. Et pour avoir accès à tes ressources, le plus facile pour moi, c'est de te tromper toi, qu'il s'agit d'un utilisateur légitime qui se connecte à ta ressource que j'essaie de voler. Donc, cette usurpation ou bien ce vol d'identité permet, on va dire, l'exploitation de la plupart de tes ressources. On va dire, et cette méthode d'attaque-là, l'attaque par usurpation d'identité, est très en hausse ces dernières années. Donc, que ce soit les phishing, c'est les hameçonnages. Je t'envoie un mail, tu cliques sur un lien frauduleux, ça t'envoie sur un site ou bien une page ou bien à moi qui usurpe un peu tout un tas de systèmes qui te trompent à renseigner des données sensibles. Ces données sensibles me serviront plus tard à demander des rançons ou bien à vendre à autres systèmes pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la mine d'or des cyberattaquants, des pirates, des hackers aujourd'hui. Donc, on a également un autre défi. Notre monde évolue. On a tellement de plus en plus de raisons et de plus en plus de technologies qui nous permettent de travailler en mobilité. Nous ne sommes plus obligés d'aller on va dire, au travail ou bien dans l'environnement physique de l'entreprise avant de travailler. Donc, ça ouvre également d'autres surfaces d'attaque que les pirates peuvent exploiter. Allô? Allô, vous me suivez? Mm. Ok, merci, Maud. Oui, on t'entend. T'entends. Apparemment, mon écran ne suit pas au même moment ou bien à mon rythme. Donc, vous pouvez m'interrompre, Maud ou Fabrice, si jamais mon écran ne suit pas. C'est bon? Merci. D'accord. Donc, comme je disais, les cyberattaques par usurpation d'identité sont en perpétuelle hausse. Ça ne cesse d'augmenter. Donc, on vous attaque par phishing, on vous attaque par session volée. Ils utilisent tous les moyens possibles pour prendre bien, pour connaître vos mots de passe. Et une fois les mots de passe compris ou bien compromis,
on a tout un tas d'attaques ou bien tout un tas d'incidents qui peuvent en découler pour votre organisation ou pour vous-même. Et aujourd'hui, on va dire le travail hybride, comme je le disais, le fait d'avoir tellement de technologies qui nous permettent de travailler à distance, que ce soit par Teams, comme nous sommes en train de faire cette réunion-là, que ce soit par Zoom, ça ouvre également d'autres portes à d'autres failles qui peuvent également être exploitées par des hackers, par des attaquants ou bien par des identités malveillantes. Donc, déjà, 74% selon le rapport qu'on avait vu sur la slide précédente de Verizon, nous disait que la plupart des attaques sont liées à des mots de passe faibles ou bien volés. Donc, la notion d'identité comme nouveau périmètre de sécurité est au centre de l'organisation. Donc, au lieu de penser à la protection du mot de passe, il faut quand même penser à la protection de la personne, de l'utilisateur, de l'employé, de vous-même, du directeur, donc de l'identité. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots de passe ne protègent plus l'accès. C'est l'identité qu'il faut sécuriser, qu'il faut défendre. Voilà le nouvel écran. Oui, on est sur Allô? les défis de sécurité. C'est bon? Non. L'identité au cœur de l'entreprise. Ce n'est pas encore bon. OK. Donc, le temps que la slide ne charge, comme je le disais, l'identité est au cœur de l'entreprise. Ça doit être le moteur un peu des ressources que l'entreprise doit protéger, à côté des données, des informations sensibles. Parce que vous avez beau mieux sécuriser ces données, vous avez beau mieux sécuriser les appareils que vous voulez utiliser, si l'identité est compromise avec un mot de passe faible, avec des anciennes stratégies de sécurité, on va dire obsolètes, la personne se connecte à un mot de passe, euh, on va dire avec son nom de famille, avec son téléphone, avec on va dire des chiffres génériques de 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne sert à rien de mettre en place toutes les stratégies ou bien tous les systèmes de protection si cette personne ne peut pas vous garantir une sécurité optimale. Donc, l'identité est au centre un peu de tout ce qui est lié aux applications, à votre réseau, aux appareils que vous utilisez, aux infrastructures, aux serveurs, aux collaborateurs, partenaires, à ses collègues même, euh, aux applications cloud, etc. Toutes les ressources ou bien toutes les informations que vous utilisez au jour le jour, l'identité est au centre. Donc, il est très important de sécuriser l'identité. Fabrice, jusqu'ici, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, en 2025, pour mitiger ces risques-là? On dit, c'est bien beau de dire, on sécurise l'identité, on sécurise l'identité. On veut réduire les risques de compromission de mots de passe, les risques de fuite d'informations liées aux identités. Mais comment est-ce qu'on procède? Quel est l'outil le plus adapté? Donc, Alors, j'entends. Microsoft a pensé à ça. Oui. Euh, Apparemment, pour nos participants, l'écran est toujours sur les défis de sécurité des identités en 2025. OK. Un instant, je te laisse repartager ton écran nouveau. D'accord. Je suis sur la slide Zero Trust. C'est bien ça, Jean-Paul? C'est bon? C'est bien ça.
C'est bon pour nos participants, on peut continuer. Un petit pouce, ça aiderait. Oui, c'est OK, bon. merci. OK, donc je disais, pour débuter déjà par savoir un peu quels sont les outils qui nous permettent de sécuriser l'identité, il faudrait qu'on comprenne également qu'avant d'aborder des outils, il faudrait que chaque acteur de la protection, bien chaque administrateur dans l'entreprise, j'irai même loin, chaque employé à un niveau individuel doit comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle de sécurité d'identité. Donc, le modèle de sécurité d'identité le plus mondialement utilisé, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. Le Zero Trust, en français, ça veut dire zéro confiance. Donc, c'est ce modèle de protection que Microsoft a mis en place, qui suppose que chaque connexion à chaque ressource de l'entreprise, que ce soit un serveur, que ce soit un site web, que ce soit une donnée, que ce soit un fichier, chaque connexion, chaque accès, le modèle ou bien le principe de sécurité Zero Trust suppose que c'est une faille ou bien c'est une compromission. Donc, ça implique que quoi? Il vérifie tout, il ne fait jamais confiance. Maintenant, je vais m'expliquer. Si moi, Jean-Paul, je veux me connecter à moi, ma propre organisation, ST Digital, le système suppose que c'est une faille, que ce n'est pas Jean-Paul. Donc, il demande à ce que je vérifie si c'est bien moi. Même si le système sait que c'est la même adresse qui se connecte, même si le système sait que c'est le même mot de passe, même si le système sait que c'est le même appareil qui se connecte. Le système, selon le modèle Zero Trust, il vérifie toujours explicitement chaque action de connexion, vérifier les accès de la personne, suppose que c'est une violation potentielle, demande confirmation avant de me laisser passer. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir un peu que en adoptant cette logique dans toutes les interactions avec vos collègues, supposons que je veux passer peut-être un document à un collègue. Le collègue m'envoie un mail, s'il te plaît, donne-moi ce document. Le principe de Zero Trust, je ne parle même pas encore de solution. Le principe de Zero Trust me pousserait à vérifier explicitement si c'est bien mon collègue qui a besoin de cette information-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer un petit message, peut-être sur WhatsApp, peut-être sur Teams. Est-ce que c'est bien toi qui m'as fait le mail là? C'est peut-être bête, mais vous suivez le principe de Zero Trust. À aucun moment, on ne va vous parler de compromission du document ou bien que la personne qui vous a demandé n'est pas bien lu. Maintenant, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je lui envoie le système même ayant été utilisé, respectant le modèle Zero Trust, vérifie si la personne a accès à cette information. Toujours. Et même si la personne a accès, il vérifie si c'est bien lui qui se connecte à l'information. Donc, toujours au centre du modèle Zero Trust, ça veut dire que quoi? Je ne fais confiance à rien, je vérifie toujours. Maintenant, ça respecte trois étapes. Je vérifie explicitement les accès ou bien la personne qui veut se connecter. Je vois un peu son niveau de privilège. Est-ce qu'il a accès ou bien est-ce qu'il a droit à cette information? Et je suppose que les violations sont inévitables. Donc, il se connecte toujours, il s'authentifie. Donc, on peut appliquer ce modèle de sécurité, zéro confiance, zéro trust en anglais, que ce soit aux identités, aux personnes, que ce soit aux données, aux appareils, aux fichiers, aux infrastructures, que ce soit locaux, que ce soit en ligne, cloud, sur Internet, que ce soit aux applications et même au réseau. Quelqu'un qui veut se connecter à votre réseau, même s'il branche son câble, ou bien vous lui donnez le câble, il branche à son ordinateur. Un modèle zéro trust, zéro confiance que vous avez adopté suppose qu'il vérifie si l'ordinateur de la personne a droit à être connecté à votre réseau. Il vérifie si la personne qui veut se connecter au réseau est référencée, a droit à se connecter à votre réseau. Donc, c'est ce principe-là, ou bien c'est ce principe-là que vous devez avoir en tête avant de penser à toute autre solution de cybersécurité aujourd'hui. Oui, Inès. Allô? OK. Donc, comme je le disais, le principe Zero Trust commence et suppose toujours que le cœur de la compromission provient toujours de l'identité de la personne. Vous pouvez beau mieux mettre en place, peu importe la technologie que vous avez aujourd'hui,
peu importe la somme investie, la faille sera toujours la personne qui l'utilise. Donc, le niveau de compréhension de vos collègues, de vos utilisateurs finaux, je suppose que vous êtes des administrateurs, ce sera toujours proportionnel à votre niveau de sécurité. Peu importe la technologie que vous avez mis en place. Peut-être vous avez payé les meilleures solutions, comme Microsoft Defender pour appareils, comme CrowdStrike, la solution américaine. Le niveau de protection, même si elle indique 100%, mais elle baissera drastiquement, même jusqu'à 30% si l'identité est compromise. Donc, vous devez comprendre que l'identité de la personne ou bien vos utilisateurs, vos collègues, la personne ou bien l'humain est au centre de la sécurité, est la première étape à protéger. Donc, selon le modèle de sécurité ou bien le principe Zero Trust, vous devez protéger l'identité avant d'attaquer les autres couches de sécurité. Les autres couches de sécurité, que ce soit les flux, les flux de messagerie, les appareils, que ce soit les mails, que ce soit un peu les différentes applications serveurs sur lesquelles vous accédez. L'étape 3 vous demande un peu de protéger vos informations, crypter les informations qui partent, crypter les informations qui entrent, vérifier les niveaux d'accréditation, etc. L'étape 4, la formation. Mais l'étape 1, la première, la base, c'est de protéger l'identité de la personne avec une couche de protection multifacteur. La protection multifacteur, c'est quoi? N'est-ce, Fabrice? La protection multifacteur, c'est un service de gestion des identités, des accès, qui protège tout accès d'une ressource contre les accès non autorisés. Donc, il vérifie toujours si c'est la personne qui demande à accéder réellement qui accède à la donnée. Donc, le système a beau mieux avoir validé le mot de passe que vous avez saisi, mais le système vérifie doublement avec une autre méthode si c'est bien vous qui passez ou bien qui essaie d'accéder à cette donnée-là, n'est-ce, Fabrice? Donc, les solutions d'authentification NES, les solutions d'authentification multifacteur sont de plusieurs ordres. Donc, ça respecte trois, n'est-ce pas, Fabrice? Oui. Ça respecte trois étapes fondamentales. Donc, non, tu reviens. La solution d'authentification multifacteur respecte trois étapes. Quelque chose que vous savez. Quelque chose que vous savez, c'est quoi? C'est la première méthode qui veut dire que quoi? Vous savez quoi? Vous connaissez votre mot de passe. Fabrice, tu retournes en arrière. Vous connaissez votre mot de passe. Vous connaissez votre copine. C'est quelque chose que vous utilisez souvent. Donc, elle reste. C'est la première étape de votre connexion. Fabrice, previous. Merci. Donc, au moins deux des facteurs de connexion sont requises. Pourquoi pas plus? Mais une solution MFA, peu importe la structure, peu importe l'éditeur, respecte cette logique-là. Au moins quelque chose que vous savez, le mot de passe, le code PIN, au moins quelque chose que vous avez, que ce soit un téléphone, que ce soit une clé USB de connexion. Ça, c'est pour les entreprises qui ont déjà adopté des clés cryptographiques qui peuvent se connecter, qui ont des codes uniques qui vous connectent. Donc, vous savez que quand vous perdez la clé là, on ne peut pas l'utiliser à un autre but que la connexion cryptographique. Ou bien si quelqu'un vole votre mot de passe, sans la clé là, vous ne pouvez pas passer. Maintenant, c'est quelque chose que vous avez. Soit vous avez ça, le plus simple, c'est le téléphone. Soit vous avez une carte de crédit ou bien les cartes d'accès numériques que vous utilisez dans vos différentes entreprises. Donc, dans ce cas-ci, on suppose un matériel qui est souvent unique, peu importe l'individu. Donc, le mot de passe, c'est quelque chose que je connais. Ce que j'ai, soit le téléphone, soit les moyens que l'entreprise a donnés ou bien a mis à disposition. Une troisième méthode, c'est quelque chose que vous êtes. Donc, une autre étape de connexion ou bien une autre option, ce serait de peut-être vous identifier de manière biographique. Donc, que ce soit ou bien biométrique, que ce soit l'empreinte digitale, que ce soit un scan rétinien,
C'est quelque chose qui vous identifie, vous seul. Personne ne peut avoir votre empreinte, personne ne peut avoir votre empreinte rétinienne. Donc, si vous placez l'œil, c'est votre œil. Donc, personne ne peut vous usurper. Si vous vous connectez, soit en utilisant deux des trois, soit en utilisant les trois notions ou bien les trois étapes là. Si je veux me connecter, selon ce que signifie une authentification multifacteur, je dois prouver au moins quelque chose que je sais, c'est-à-dire le mot de passe ou bien un code PIN. Je dois prouver au moins quelque chose que j'ai, un téléphone par exemple, et je dois prouver quelque chose que je suis, avec mon empreinte qui m'identifie uniquement de manière unique sur la Terre. Inès, Fabrice. OK. Donc, de manière simple, ça veut dire que quoi? En deux étapes. La MFA, ça veut dire je rentre mon mot de passe que je suis sûr de maîtriser. Je rentre mon mot de passe que je suis sûr de maîtriser. Et je suis normalement demandé par le système en place de renseigner une autre étape, soit quelque chose que je connais en plus, soit quelque chose que j'ai, un téléphone, un numéro de téléphone aussi, ça rentre en compte, soit quelque chose que je suis, une empreinte biométrique. Donc, le mot de passe plus une autre méthode additionnelle, ça fait ce qu'on appelle une connexion multifacteur. Donc, la MFA, c'est la première brique ou bien la base de la vérification explicite du modèle de sécurité Zero Trust. Donc, je viens de voir une question passer. Oui, ça peut être les trois méthodes d'authentification. Dans ce contexte-là, on appelle ça l'authentification forte parce que vous ne respectez pas que deux étapes de connexion, mais trois. Ça peut paraître pénible, mais vous augmentez drastiquement votre, ou bien votre authentification, ou bien la sensibilité de votre connexion, de votre authentification. Donc, le risque ou bien le risque diminue drastiquement au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de facteurs de connexion. Donc, le facteur minimal requis dans une entreprise, ce n'est pas un, c'est deux. Au moins une étape de connexion de base, c'est-à-dire le mot de passe que vous connaissez, ou soit le code PIN. Mais en plus, vous devrez justifier de quelque chose que vous connaissez, ou bien de quelque chose que vous avez, un téléphone, ou bien de quelque chose que vous êtes, une empreinte. Donc ça, c'est de manière simple ce que c'est que la MFA. Net. Maintenant, quelles sont les solutions MFA disponibles en 2025? Donc, les solutions, elles sont vagues. Oui, Nest. Les solutions, elles sont vagues. Je vais un peu m'arrêter à une liste sommaire. Donc déjà, il faudrait qu'on commence par situer un peu quels sont les types d'infrastructures que nous avons. De manière générique, de manière basique, nous avons deux types d'infrastructures. Si on ne compte pas trois. Nous avons nos infrastructures qui sont cloud, qui sont, on va dire, on a des ressources sur Internet, sur un serveur délocalisé, sur le cloud, sur le net. Et on a des ressources en local qu'on appelle l'infrastructure on-premise, genre en local. Donc, on peut aussi compter des ressources hybrides. On en a certains sur le cloud, certains en local. Ces deux identités ont deux réalités différentes. Pour le cloud, vous accédez depuis n'importe où. Tous les appareils. Je ne suis pas obligé d'être peut-être à un emplacement géographique. Bien sûr, je ne suis pas obligé d'être peut-être connecté avec un poste du travail avant de rentrer en contact avec cette ressource, cette information que j'ai en ligne sur le cloud. Donc, vous voyez que le risque est accru parce que n'importe qui, de n'importe quelle position, peut initier la demande de connexion à cette ressource cloud-là. Donc, la surface d'attaque s'agrandit. Donc, pour les ressources locales, on a souvent tendance à négliger un peu l'accès à ces ressources-là parce qu'on se dit non, on a un réseau, on a un pare-feu, on a des serveurs authentifiés, on a un antivirus, etc. Mais il faut penser également à sécuriser l'identité parce que les risques sont souvent internes. Donc, les serveurs internes doivent quand même être en capacité de contrôler l'accès interne. Qui est-ce qui essaie d'accéder à cette donnée-là? Qui accède à ce serveur? Qui accède à ce fichier? Est-ce qu'il a droit à accéder? Est-ce que je dois le laisser passer? Est-ce que c'est bien lui qui passe?
Donc, vous devrez avoir, ou bien vous devez toujours réfléchir à ne pas négliger que ce soit l'interne, que le cloud, la ressource cloud. Donc, quand on parle souvent de ressources, ou bien quand on parle de solutions MFA, on a souvent tendance à penser à sécuriser les ressources cloud ou bien les ressources sur Internet. Mais on a plein de solutions qui nous permettent de sécuriser également les ressources en local. Donc, la MFA, si vous l'avez bien compris, doit recommander ou bien doit prendre en compte ces deux ressources, ces deux identités que vous avez. Oui, n'est-ce pas, Fabrice? Donc, pour les solutions MFA qui existent pour la sécurité des ressources cloud, vous avez Azure MFA, qui est la solution Microsoft pour protéger les identités et l'accès aux informations dans l'infrastructure Microsoft. Vous avez Google Authenticator, qui est la solution qui protège un peu l'écosystème Google. Vous avez Okta, qui est une autre également. Vous avez Cisco Duo. Cisco Duo est une solution MFA également utilisée, que ce soit, vous allez voir que Okta et Duo de Cisco sont, on va dire, c'est une solution qui gère et l'on-premise, le local et le cloud. Vous avez également le Auth0. Le Auth0 également est une solution qui existe. On verra un peu les détails de ces solutions-là. C'est une solution qui s'adapte à, on va dire, à des différents cas d'usage. Fabrice, on a un écran figé ou bien c'est le cas pour tout le monde? OK, on suit. OK. Donc, l'avantage d'apporter ou bien d'adopter des solutions MFA pour protéger des ressources cloud, c'est que là, vous augmentez drastiquement la sécurité de l'accès à vos ressources cloud, vu que vous pouvez y accéder de n'importe où. Donc, si jamais vous laissez ou bien vous n'adoptez pas de ressources cloud, sachant que le cloud permet l'accès en mobilité de n'importe où sur la Terre. Supposons que quelqu'un arrive à avoir votre mot de passe, il a accès directement à la donnée. Donc, le premier niveau de la protection d'une infrastructure, d'une ressource, c'est l'identité, la personne qui y accède. Donc, si vous renforcez l'identité ou bien vous renforcez un peu les méthodes d'authentification à cette ressource-là, vous augmentez drastiquement on va dire, la mitigation des risques auxquels vous êtes exposé en allant sur le cloud. Donc, de la même manière, pour les ressources locales, vous avez, je vais citer deux grandes solutions aujourd'hui qui sont émergentes, surtout celles qui sont adoptées de manière, on va dire, grandissante en Afrique. On a Walix. Wallis a également une couche de MFA qui se couple normalement avec le Bastion. Et vous avez Manage Engine, AD Service Plus. Donc, AD Service Plus qui est également une solution qui gère un peu la réinitialisation du mot de passe par les utilisateurs elles-mêmes en local. Donc, il a une couche MFA de manière, on va dire, à peu près complète. Donc, qui gère l'authentification de bout en bout avec une double authentification, une triple authentification si vous voulez, en local, sans dépendance de l'Internet, même si vous voulez. Donc, vous avez les solutions comme Dio. Dio qui a sa couche, un agent installable en local sur l'AD qui permet de faire un peu de la MFA. Vous avez Opta qui est également un agent en AD local qui permet de faire de la MFA au cas où quelqu'un veut se connecter au domaine. Mais les deux solutions qui sont adoptées le plus souvent, qui selon un peu nos clients, nos différents clients ou bien nos prospects, et selon un peu du bouche à oreille, ce serait beaucoup plus que ce soit du Walix, que ce soit du AD Self-Service Plus. Donc, là, j'ai essayé d'être vague. Voyons un peu ces solutions de manière détaillée et chaque différent cas d'usage, en quelques circonstances, les adopter. Donc, déjà, Walix, c'est une solution complète de sécurité qui prend en compte, on va dire, plusieurs couches de sécurité de la gestion, que ce soit de l'accès aux ressources, aux serveurs, que ce soit la MFA, que ce soit la vérification explicite des accès des ordinateurs, etc. Donc, si je veux me connecter à l'AD, je dois prouver que je suis bien l'administrateur. Je ne peux pas me connecter de n'importe quelle machine.
je ne peux pas me connecter de n'importe quel réseau. Ça, c'est Wallis. Donc, Wallis, c'est une connexion, c'est une infrastructure plus ou moins complète qui sied pour les grandes organisations qui ont plusieurs ressources à sécuriser. Donc, maintenant, Wallis convient dans les infrastructures critiques qui ont plusieurs niveaux à segmenter. Est-ce que ça convient pour les petits clients ou bien des entreprises de 1 à 300 utilisateurs, je suis vague, de 1 à 20 utilisateurs, etc. La question se pose. Maintenant, l'alternative, c'est une solution un peu plus légère qui peut se déployer de manière, on va dire, individuelle. Walix, je ne peux pas le déployer, la fonctionnalité MFA, sans déployer ce qu'on appelle le bastion. Le bastion, c'est ce mur-là que vous placez entre la ressource que vous protégez et les personnes qui sont derrière. Les personnes qui sont derrière, ce sont les identités, les administrateurs, les utilisateurs, ce sont les appareils, ce sont le réseau. Donc, le bastion se place, vous devez prendre toute la solution complète. Maintenant, avec le Manage Engine AD Self-Service Plus, elle est un peu plus légère à embarquer. Vous prenez la partie AD Self-Service pour gérer la MFA, vous prenez d'autres solutions, etc. Donc, on aura l'occasion d'embrasser ces solutions-là de manière plus profonde dans d'autres webinaires. Donc, le Manage Engine, lui, il a un portail un peu plus intuitif. Vous pouvez juste faire de la granularité de fonctionnalités. Je vais accéder à cet ordinateur-là, il lui demande la MFA, etc. Donc, ces deux solutions ont deux réalités. Les licences, les scénarios sont différents, les interfaces sont différentes. Fabrice Nest. Pour résumer un peu la différence entre les deux, si je veux faire de l'intégration avec AD, je dois avoir le Wallis, le Bastion, et c'est natif. Donc, avec le Manage Engine, c'est natif également. Si je veux de la MFA pour les serveurs, on va dire en connexion à distance, de bureau à distance, que ce soit de connexion par VPN, Wallis le gère avec des agents. Le Manage Engine est lui un peu plus limité. Si je veux faire de la connexion sécurisée de VPN, il est un peu plus limité. Si je veux faire de la réinitialisation du mot de passe, je permets à ces utilisateurs de réinitialiser elles-mêmes les mots de passe. Wallis ne permet pas de le faire de manière native. Vous devez acheter d'autres extensions, mais la solution AD Self-Service Plus, elle est complète, elle est gère. Si vous voulez une interface du utilisateur, Wallis est un peu moins facile de prise en main par des personnes qui ne sont pas formées, donc par des end users, pas des utilisateurs finaux. Donc, Manage Engine, elle est un peu intuitive, le portail. Et le licensing de Wallis, elle est un peu complète. Donc, c'est une solution complète de sécurité. Elle ne se prend pas de manière granulaire juste avec la MFA. Donc, la MFA, c'est une solution embarquée, c'est une fonctionnalité de Bastion qui vient, on va dire, c'est une fonctionnalité qui vient se greffer sur Bastion. Donc, vous devez prendre Bastion. Donc, par contre, le Manage Engine, elle est plus accessible. Ça convient aux entreprises de petite taille, même aux grandes tailles. Donc, on passe Fabrice Ness. Donc, pour les environnements cloud, quels sont les cas d'usage? Donc, si je veux peut-être gérer plusieurs clouds, j'ai des ressources sur Azure, j'ai des ressources sur Amazon, j'ai des ressources sur Google, etc. Okta, c'est une solution qui est très facile à utiliser, à déployer. Donc, elle se promène des identités en identité, de plateforme en plateforme, pour me demander de vérifier si c'est bien moi qui essaie de me connecter. Donc, vous avez des solutions qui sont, on va dire, propriétaires. Elles appartiennent à des éditeurs et des solutions qui peuvent être utilisées pour plusieurs autres solutions. Donc, Okta et Duo en sont un. Donc, elle permet de gérer un peu l'accès à plusieurs ressources différentes, mais de manière spécifique, elles n'ont pas été prévues pour ça. Donc, Duo, c'est la solution MFA par excellence de toute infrastructure Cisco. Donc, pour ceux qui ont déjà des ressources Cisco, vous connaissez sûrement Duo. Donc, pour faire la MFA, l'application qui vous est proposée, c'est Duo, Cisco Duo. Donc, elle a une interface un peu simple, des agents installés en local aussi. Donc, pour la solution Auth0 MFA, donc vous avez le choix d'utiliser Auth0 pour ceux qui sont beaucoup plus des développeurs qui veulent utiliser une solution tierce à implémenter pour l'accès beaucoup plus structuré à leurs données. Donc, vous avez le choix de développer des interfaçages API. Donc, le Auth0, c'est une solution très facile à prendre en compte. Elle n'est pas propriétaire comme les autres.
vous pouvez l'utiliser pour vos données à vous avec des sources de données beaucoup plus fiables. Donc, vous avez Azure MFA, qui est la solution d'accès multifacteur de Microsoft, qui a été intégrée à toutes les solutions de Microsoft. Donc, que ce soit Office, que ce soit Windows, que ce soit Azure dans le cloud de Microsoft, etc. Donc, vous avez une solution propriétaire par excellence pour gérer toutes les ressources Azure. Donc, de la même manière pour Google MFA, si vous êtes dans l'écosystème Google, c'est la meilleure solution à utiliser. Il ne faut pas penser à autre chose. Mais tant que vous sortez, elle est un peu limitée parce qu'elle a été développée pour protéger les ressources MFA de Google. Donc, si aujourd'hui, vous avez encore des adresses mail, gmail.com, que vous utilisez professionnellement, pensez, si ce n'est pas encore fait, à déployer le Google MFA pour l'accès multifacteur. Elle est très importante. Donc, faisons un petit focus sur l'Azure MFA pour voir un peu les fonctionnalités d'une solution, on va dire, très excellente de MFA. Comment est-ce que ça se structure, comment est-ce qu'on procède et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, déjà, un petit rappel, l'authentification multifacteur, ça réduit de 99,9% le risque d'attaque. Donc, si je veux me protéger aujourd'hui, le simple fait d'activer la MFA pour mon organisation, au début, ce sera pénible parce qu'ils s'étaient habitués à juste taper un mot de passe et puis ils rentrent. Mais demain, on leur demande de taper un code de vérification sur un téléphone ou bien taper un code de vérification reçu par mail. C'est pénible au début, mais ça réduit drastiquement de plus de 99% le risque. On ne met pas 100% parce que toujours, l'identité est la source ou bien est le point de départ de tout incident qui peut vous arriver. Donc déjà, le simple fait de forcer une MFA sécurisée réduit drastiquement un peu les risques auxquels vous êtes soumise. Donc, quelles sont les différentes versions de la MFA? Donc, vous avez la MFA pour les applications Microsoft 365 de manière native qu'on peut déployer ou qu'on peut configurer pour toutes vos organisations sur Microsoft, pour les clients Office. Vous avez la MFA, le Multi-Factor Authentication, pour les administrateurs Azure. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent déployer un peu la MFA pour l'accès aux ressources cloud, ou bien vous voulez juste peut-être sécuriser l'aspect à l'espace d'administration de votre tenant, etc. La MFA, elle est disponible. Et vous avez l'accès pour les ressources cloud, pour les ressources purement Azure, que ce soit les serveurs, que ce soit la connectivité, les flux, l'Express Route, etc. Donc, vous avez ces trois options de MFA qui sont disponibles, mais de manière native pour les clients Microsoft 365, Office 365. Je me connecte à Office, je me connecte à Word, PowerPoint et PowerPoint, Excel, etc. La MFA, elle est beaucoup plus native. Donc, pour vous rappeler, cette Azure MFA-là, elle est commode, c'est-à-dire n'importe qui peut l'utiliser. Elle est facile de prise en main. C'est une application ou bien c'est une seconde couche, un mail que vous recevez ou bien une notification que vous recevez pour vous connecter en plus du mot de passe que vous passez. Ou bien vous avez le choix de faire une authentification sans mot de passe. On appelle ça le passwordless. Le passwordless enregistre un peu l'appareil que vous avez. Je rappelle ce que vous avez, le téléphone ou bien une clé. La solution MFA, là, elle enregistre cette information-là et ne vous demande même plus de mot de passe. Tant que cet appareil n'est pas saisi et une autre méthode maintenant est demandée, vous ne passez pas. Donc, ça, c'est une authentification sans mot de passe. Ça, on va dire ça réduit même drastiquement la surface d'attaque. L'attaquant n'a même plus la possibilité de vouloir voler, on va dire, un mot de passe. Mais là, il n'aura jamais la clé que vous avez, ou bien il n'aura jamais votre téléphone. Au cas où il a le téléphone, il n'aura même pas la seconde couche que vous allez déployer dans ce cas-là. Et vous pouvez augmenter la MFA et la déployer par échelle. Donc, je commence avec le département aujourd'hui. Je commence peut-être avec moi seul. Je commence avec 2 personnes. Et au fur et à mesure, j'augmente jusqu'à couvrir toute mon organisation. Ça vous permet d'avoir plus de sécurité dans votre organisation. N'est-ce, Fabrice? OK. Donc, déjà, il faut savoir que dès que vous payez des licences Office 365, pour ceux qui en ont, la MFA est une option qui est déjà activée par défaut. Donc, si les administrateurs qui gèrent le tenant, si c'est vous-même, vous les désactivez, vos utilisateurs continueront à se connecter
à leurs ressources sur Microsoft 365, sur le cloud, sur Office, de manière, on va dire, exposée. Donc, vous réduisez drastiquement le paysage ou bien la portée ou bien la protection de votre tenant en désactivant la MFA qui est enforcée par défaut à tous les clients Microsoft 365. Donc, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la posture de sécurité. Donc, Microsoft, pour tous les tenants, il donne un chiffre en fonction de toutes les fonctionnalités recommandées de manière mondiale, hein, que vous avez mises en place. Donc, vous avez un tenant neuf non, on va dire non adopté de manière optimale, qui a peut-être un score de sécurité de 30%, de 40%. Vous mettez la MFA, il vous augmente à 50%. Vous mettez l'accès conditionnel ou bien une autre solution additionnelle autre que la MFA, il augmente en proportion. Mais dès que vous désactivez la MFA, peu importe ce que vous avez mis en place, il vous dit que vous êtes trop exposé, vous êtes peut-être nul. Donc, la MFA, c'est l'étape fondamentale, même pour les clients qui ont Office 365. Donc, déjà, sur le graphique actuel, vous voyez que avec déjà le fait de payer une licence, que ce soit Office 365, le business basique, celle qui vous donne juste accès à Microsoft 365 en ligne, vous avez un peu de fonctionnalité Azure MFA qui permet de prouver doublement l'identité de la personne qui se connecte. Donc, que ce soit par appareil, téléphone, téléphonique, que ce soit par application, que ce soit par SMS, etc. C'est natif. Maintenant, pour ceux qui veulent gérer des espaces administratifs, vous devez prendre ce qu'on appelle des licences Intra-ID Premium. L'Intra-ID, c'est l'active directory du cloud. Donc, avant, il appelait Azure AD, mais maintenant, il appelle Intra-ID. Maintenant, c'est cette licence de base-là, comprise dans les licences que vous payez, les business premium, les business, pas les business standards, les business premium, les enterprise E3, etc., etc. Bon, sans rentrer dans les détails de licencier, voici un peu, vous pouvez lire au même moment que moi un peu les fonctionnalités qui vous offrent un peu chaque niveau de MFA disponible avec les licences que vous avez. Et vous avez également un autre moyen, je disais, la MFA pour les ressources cloud d'Azure qui vous est disponible soit par consommation, au même moment que vous consommez les ressources, vous avez la MFA disponible à l'intérieur, soit par utilisateur. Vous payez des licences pour des utilisateurs qui exploitent votre Azure. Vous pouvez avoir la MFA sur eux. Next. OK. Donc, quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour exploiter la MFA d'Azure de Microsoft? Donc, déjà, vous avez la voix. Si je veux m'authentifier aujourd'hui, je mets mon mot de passe, mais je reçois un appel d'un agent automatisé de Microsoft qui me communique par voix un code à taper. Donc, ça, c'est une méthode, on va dire, qui n'est pas trop faible à exploiter. Donc, c'est-à-dire que vous enregistrez d'abord le compte de l'utilisateur dans votre organisation, vous demandez à ce que tout le monde renseigne ces informations secondaires et ils se connectent soit par voix, ils reçoivent un appel, soit par SMS, ils reçoivent un SMS. Mais là, le problème du SMS, c'est que si cet utilisateur quitte le pays, c'est-à-dire il ne peut plus recevoir de SMS tant qu'il n'active pas du roaming. S'il utilise toujours le roaming, il va recevoir. Mais dans ce cas-là, c'est toujours bien d'avoir deux options de connexion juste au cas où. Donc, je mets l'application Authenticator, Microsoft Authenticator qui est disponible. C'est l'application de Microsoft qui gère la MFA. Donc, cette application, elle n'a besoin que d'Internet pour fonctionner. Donc, tant que vous avez des data, tant que vous avez de la connexion Internet, vous allez recevoir le code d'authentication multifacteur pour vous authentifier à la solution. Donc, au cas où peut-être vous n'avez pas d'authentication ou bien vous n'avez pas de data, là, vous avez le SMS. Je suppose que vous êtes dans le pays. Mais si vous n'êtes pas au pays et si vous n'avez pas de connexion, là, c'est chaud. Donc, je suppose que c'est parce que vous étiez connecté que vous demandez à vous connecter à la ressource. Donc, même si c'est l'application, elle n'est pas disponible sur le téléphone, là, vous allez peut-être penser à enregistrer au préalable toutes les options nécessaires. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup en mobilité. Donc, que ce soit le téléphone, que ce soit l'application Authenticator, que ce soit peut-être un email à joindre pour vous authentifier doublement. Donc, au cas où le téléphone n'est pas connecté à Internet, mais l'ordinateur lui est connecté, quand vous êtes en voyage, vous allez recevoir toujours un mail
sur l'adresse secondaire, sur votre adresse personnelle, tant que vous voulez vous connecter à la ressource professionnelle, etc. Net? OK. Donc, comment obtenir Azure MFA? Je me suis avancé tout à l'heure. Il faut avoir le Azure Active Directory Premium Plan 1 pour exploiter pleinement les fonctionnalités à fond du Azure MFA. Donc, ce petit focus ne concernait que le Azure MFA. Donc, les autres solutions ont également leurs options de licensing disponibles. Si l'un ou l'autre vous intéresse, ou bien si vous désirez avoir une présentation beaucoup plus détaillée sur peut-être un scénario, un cas d'usage particulier à vous, vous pouvez peut-être nous contacter par le biais de nos commerciaux. On prendra le soin de venir étudier un peu vos réalités et la solution qui s'y prête le mieux. Donc, la solution générique pour les options cloud que nous mettons en avant, c'est la Azure MFA, mais elle n'est peut-être pas la mieux adaptée à vos réalités. Et déjà, cette solution-là ne couvre pas, vous avez vu dans la présentation, les options locales. Donc, pour les options locales, vous avez l'option Manage Engine ADSL Service Plus MFA, ou vous avez le Wallis MFA qui se prend avec le Bastion. Chacun n'aura pas le même niveau de nécessité de MFA. Vous aurez à demander. Donc, ça peut s'activer par l'utilisateur, ça peut s'activer pour tout le parc, ça peut s'activer selon des accès ou bien des connexions, ou bien on va dire des accès conditionnels. L'accès conditionnel, c'est le niveau ou bien la prochaine étape de déploiement de MFA Fabrice Nest. L'accès conditionnel, là, c'est la méthode que vous mettez en place pour dire, OK, si je veux me connecter et que je suis peut-être dans tel pays, demande la MFA. Si je ne suis pas dans tel pays, ne demande pas la MFA. Ça, c'est un exemple de cas d'usage. Si je suis dans tel réseau, c'est-à-dire je suis au bureau, ne demande pas la MFA. Mais tant que je me connecte depuis la maison, c'est-à-dire je ne suis pas dans ce réseau-là, demande la MFA. Ça, c'est un exemple. Si je suis connecté sur tel appareil, bloque-moi. Si je suis connecté sur n'importe quel autre appareil, demande la MFA. Ça, c'est un accès conditionnel. Donc, c'est le moyen le plus recommandé que ST Digital recommande en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la multi-authentication, dans Microsoft quand même. Donc, même les solutions réseau comme Fortinet demandent de la MFA. Les solutions comme Cisco demandent de la MFA. Presque aujourd'hui, toutes les solutions aujourd'hui demandent la MFA. Même votre Gmail personnel demande un accès multifacteur. Elle est très importante vu que ça réduit drastiquement la surface d'attaque auquel vous êtes exposé. Donc, Fabrice, comment adopter aujourd'hui la MFA? Je vais essayer d'être bref, oui. La première étape, c'est déjà d'évaluer le périmètre de votre infrastructure à protéger. Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est le cloud? Est-ce que c'est un VPN? C'est une interconnexion VPN que vous voulez protéger? Est-ce que c'est tous les utilisateurs que vous voulez protéger? Est-ce que c'est une partie? Nest? Ça, c'est la première étape. Vous devez déjà faire cette première évaluation-là. Maintenant, une fois que vous avez cette information en tête, vous devez maintenant vous asseoir peut-être par vous-même ou peut-être appeler un prestataire comme ST Digital. On vient s'asseoir, on étudie avec vous. Quelle est la solution la plus adaptée à votre réalité? Est-ce que Okta peut vous gérer? Sinon, est-ce que Wallis va vous avantager en termes de coûts, en termes de déploiement, en termes de gestion, en termes de prise en main? Est-ce que le Manage Engine ADSL Service Plus peut aider? Est-ce que Azure MFA peut aider? Toutes ces questions, on va la poser à l'étape 2 où on va étudier un peu les solutions disponibles en fonction de la réalité. Après ça, on passe à une étape pilote. Ça, je parle là actuellement d'un déploiement typique de MFA comme nous le faisons traditionnellement chez nous, ST Digital. Donc, après cette étude préalable-là, nous passons à un pilote. On prend comme exemple peut-être un département. D'habitude, le département informatique comme exemple, on commence avec eux, on demande à ce que tous les administrateurs qui se connectent à toutes les ressources que nous protégeons là s'authentifient doublement. Donc, une fois qu'on maîtrise très bien le processus, on passe là, oui, Nest, on passe là au déploiement un peu plus ouvert. On forme les utilisateurs et on les renforce sur le fait que la MFA, ce n'est pas qu'on les gêne, mais ça constitue un peu le badge numérique qu'ils ont en entreprise. Ils ont l'habitude de se connecter ou bien de venir au bureau, de badger l'entrée avant de rentrer.
Donc, c'est la même chose. La MFA, c'est le badge numérique. Ils doivent s'y habituer. Et ce n'est pas un travail de tous les jours. Ce n'est pas un travail facile. C'est quelque chose que les IT, les administrateurs doivent intégrer. euh, que à terme, une organisation où tous les utilisateurs se connectent par MFA, c'est 30% de gestion que vous enlevez sur votre quotidien. Donc, un utilisateur qui s'identifie à la MFA, vous avez une bonne base pour lancer un projet de réinitialisation du mot de passe par l'utilisateur elle-même, qu'on appelle la SSPR, le Self-Service Password Reset, qui est également permise par le Azure MFA, par le AD Self-Service Plus, etc., qui permet à l'utilisateur de modifier son mot de passe. Le système va travailler à votre place pour lui demander de s'authentifier doublement. Est-ce que c'est vraiment toi qui veux changer ton mot de passe? Tant que tu vérifies ça, tu passes également l'étape là et ça vous enlève là 45% d'étape de gestion. Vous vous concentrez sur un métier ou bien vous vous concentrez sur une tâche additionnelle à gérer. Et là, vous ne passez pas votre temps à faire du helpdesk. Donc, la cinquième étape maintenant, c'est de déployer progressivement en activant la MFA. Pour les comptes à privilèges d'abord, vous enrôlez un peu les comptes de tous les utilisateurs progressivement, mais vous allez cibler les comptes sensibles. Au début, les décideurs seront ceux qui seront plus difficiles à convaincre, mais ce sont eux qui sont les meilleures cibles d'attaque. Donc, une fois que vous sécurisez les IT, qui sont on va dire, le noyau sensible de la protection sécuritaire. Maintenant, vous sécurisez les directeurs, les décideurs qui ont des documents, des informations hyper sensibles avec la MFA. Même si c'est pénible, vous devez vous accrocher. Puisque la MFA, la fonctionnalité, elle est souvent disponible et activable en un clic, mais c'est l'adoption qui est pénible parce que le décideur ou bien le chef ou bien le directeur va dire non, vous nous compliquez la vie. Souvent, on se connectait, on mettait un mot de passe que je maîtrisais. C'est peut-être le nom de ma maman avec son année de naissance. Moi seul, je maîtrise, c'est moi seul qui connais. Non, c'est pas lui seul qui connaît. Et vous devrez arriver à le convaincre de cela et à permettre l'activation pour tous les autres acteurs, pour tous les collègues sensibles et pour, à finalité, même le gardien qui veut se connecter à votre système, même le gardien ou bien l'agent de sécurité qui se connecte au réseau doit identifier un peu son identité, doit s'identifier doublement avant d'avoir accès à la ressource, peu importe où elle est. Donc, la dernière étape, c'est la supervision et l'analyse un peu des connexions. Donc, le système sera déployé, certes, mais elle enverra des alertes, certes, des rapports, certes, mais vous devrez être en alerte vous-même, en veille technologique, pour lire un peu si jamais votre système a des failles qui ont été identifiées, à voir comment les mitiger. Si jamais vous avez des rapports de connexion trop frauduleuses, à voir comment les mitiger et être en alerte de manière perpétuelle. Être vous-même dans la logique du zéro trust, du modèle de zéro confiance. Je ne fais confiance à personne. Même cette solution MFA qui se connecte, est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Là, c'est l'administrateur qui est en logique zéro confiance. Est-ce que le rapport que j'ai, c'est justifié? Si je constate que aujourd'hui, il y a eu peut-être 10 tentatives d'échec à la ressource et que la MFA a identifié que, OK, il a échoué à s'authentifier doublement, j'appelle la personne, je lui demande, tu t'es connecté aujourd'hui à telle et telle et telle heure. La personne te dira oui, je me suis connecté, j'avais tel problème. Ou il te dira non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, vous saurez que, OK, cette personne, cette identité est en train de subir une attaque ou bien est en train d'être audité par quelqu'un de frauduleux. Donc, le noyau ou bien le cœur de la sécurité de l'entreprise, c'est l'identité. Mais ce sera vous, la dernière étape du modèle Zero Trust, l'administrateur qui devra continuer à se former, à se mettre à niveau en termes d'information pour protéger, pour, on va dire, améliorer un peu les technologies, les solutions que vous aurez mises en place pour la sécurité de vos utilisateurs. Donc ça, c'est en quelques mots, en quelques étapes simples, comment on adopte une solution MFA. Donc je rappelle, on évalue un peu ce qu'on veut protéger, si c'est le cloud, si c'est le local, si c'est l'hybride. Maintenant, on voit un peu quelles sont les solutions qu'on peut utiliser. Une fois l'étape là réalisée, on passe à un déploiement et étape par étape, on étudie un peu on va dire, l'environnement du travail, l'écosystème de nos clients de la couche d'identité. On déploie, on forme les utilisateurs, on les accompagne, on reste à leur écoute pour corriger un peu le déploiement. S'ils ont du mal à respecter un peu les procédures, ceux qui n'ont pas les appareils, on fait un peu l'étude,
on voit et on adresse un peu la demande à la hiérarchie pour l'acquisition des téléphones, peut-être pour l'authentification multifacteur à grande échelle. À l'étape 5, on déploie maintenant grandement et progressivement la MFA à toutes les ressources, en commençant par les plus sensibles et on termine avec une supervision générale pour l'amélioration de la solution qu'on a mise en place. Donc ça, c'est en quelques étapes claires comment adopter une solution MFA aujourd'hui en 2025. Et pour répondre à votre question du début, est-ce que la MFA est encore optionnelle en 2025? La réponse est non, en caractère majuscule en gras. Donc, la MFA n'est pas optionnelle, elle est obligatoire aujourd'hui, vu qu'elle vous permettra de réduire de manière drastique toutes les menaces, réduire, pas éviter. Vous ne pourrez aujourd'hui pas éviter les problèmes ou bien les menaces, mais vous pouvez quand même les réduire et vous protéger, vous préparer au cas où elles essaient de se passer. Et la première étape, c'est la couche d'identité. Et la meilleure fonctionnalité, la meilleure solution, c'est d'employer ou bien d'adopter une solution MFA aujourd'hui. Donc la réponse, c'est non. Elle n'est pas optionnelle, elle est obligatoire en 2025, du moins avec les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, n'est-ce, Fabrice? Donc, oui, comment on commence avec? Donc, ST Digital, nous sommes disponibles. Oui, tu peux y aller, Nest. Nous sommes disponibles, que ce soit pour la fourniture de vos licences, que ce soit pour le conseil, vous avez des solutions que vous avez déployées, vous voulez qu'on vous aide à peut-être mieux l'adopter, à mieux le configurer, à mieux l'exploiter. Vous voulez qu'on vous fournisse des licences, d'autres solutions pour compléter ce qu'est celle que vous avez. Vous voulez qu'on vous fasse des ateliers d'adoption pour convaincre peut-être vos décideurs, pour convaincre vos utilisateurs à l'utilisation optimale de ces solutions-là. Nous sommes disponibles. Donc, nous respectons toujours la logique que je viens de vous détailler en 6 étapes claires et nettes. Donc, on pourra faire cette présentation à vos différents pools de directeurs pour essayer de convaincre, parce que la MFA, c'est souvent une solution qu'on peut déployer en un clic, mais ça implique beaucoup d'actions derrière et beaucoup on va dire, de rigueur avec le corps administrateur, des administrateurs de l'entreprise. Donc, voici un peu au cas où vous voulez nous contacter, vous êtes habitué, vous voulez nous contacter, vous pouvez nous joindre aux infos, à l'info@st.digital. Adressez-nous une requête ou sur notre site web, vous avez tout un tas de formulaires pour nous joindre. Vous pouvez détailler un peu de manière drastique un peu le problème que vous avez, nous allons vous approcher pour voir un peu comment régler, comment mitiger et comment vous accompagner pour l'adoption de la MFA ou toute autre solution de sécurité aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Voici un peu ce que j'avais préparé pour vous. Donc, au cas où vous n'avez pas bien suivi au début, ce support vous sera partagé. Bien sûr, j'avais vu une question dans ce sens-là et pour une lecture beaucoup plus approfondie. Et nos contacts sont disponibles pour les mails, les commerciaux sont disponibles dans le chat pour vous accompagner. Je vois que quelques-uns ont laissé des questions. Fabrice? Allô? Oui, allô? Merci encore, Jean-Paul. Je prends le relais. Donc, OK. par rapport aux Merci. questions, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser leurs questions de manière audible, qu'on puisse les écouter? Vous m'entendez? D'accord, il y a une main levée. Juste le temps qu'on vous accorde l'ouverture des micros. OK, Oui, monsieur Koné. d'accord. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros, Monsieur Koné. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une préoccupation. Lorsque la MFA est activée et que les utilisateurs ils ne reçoivent pas, comment dirais-je, le SMS, et c'est la seule option qui est activée, est-ce qu'il y a
une solution à ce problème-là, afin qu'ils reçoivent le SMS. Et à côté de cela, qu'est-ce qui pourrait provoquer un tel incident? Ok, merci Monsieur Koné pour la question. Mais déjà, avant de vous répondre, vous parlez de quel système de MFA? De Azure, Microsoft 365? Oui, c'est bien cela. Ok. Donc déjà, Microsoft 365, au cas où il y a souvent le problème que vous décrivez, où les utilisateurs ne reçoivent pas l'alerte. Souvent, c'est lié à l'opérateur local. Par exemple, actuellement, bon, quand je dis actuellement, c'est que hier et aujourd'hui, j'ai essayé de me connecter. Je suis au Togo actuellement, mais le message, la notification SMS ne vient pas. C'est lié à mon éditeur. Donc, quand j'ai essayé de me connecter avec un autre téléphone du Gabon, c'est passé. Donc, c'est lié à l'éditeur. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours bien, pendant que vous vous lancez un peu l'enrôlement des utilisateurs, d'imposer deux méthodes minimales. Donc, que ce soit le téléphone, que ce soit l'application Authenticator. Donc, dans le cas où le téléphone n'est pas joignable par SMS, l'application, elle est connectée en données et elle recevra la notification. Donc, si vous ne l'avez pas fait au début, c'est rattrapable. Donc, dans l'espace d'administrateur, vous avez toutes les fonctionnalités pour gérer la MFA d'un utilisateur. C'est-à-dire, vous allez lui demander de se réenregistrer et là, à renseigner les deux méthodes d'authentification ou soit à ajouter vous-même la méthode que vous préférez dans votre organisation. Donc, dans l'espace d'administration de votre Azure AD, de votre Intra ID, vous avez la possibilité de changer les méthodes MFA, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ajout de l'authenticateur, que ce soit l'ajout de l'email personnel comme troisième source de connexion. Donc, la recommandation est que ce ne soit pas qu'une seule source de connexion additionnelle, que ce soit les SMS, mais plusieurs sources. Au cas où l'un n'est pas disponible, l'utilisateur va balancer sur l'autre. Et si ce n'est pas encore fait, c'est rattrapable. Ok, merci. OK, merci. On avait vu une deuxième main levée. Allô? Allô? Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Une question, une intervention par rapport à la présentation? Je vois une question dans le chat, Monsieur Pousna Baka. Quelle infra est plus sécurisée et recommandée? Je pense avoir déjà répondu à ça. Est-ce que la réponse, vous avez déjà eu la réponse ou bien je m'y mets encore? Monsieur Baka, est-ce que vous êtes encore là? OK. Donc déjà, pour peut-être Merci. revenir dessus, quelle info est plus sécurisée, est le recommander? On ne peut pas vous recommander une infrastructure. C'est souvent vos réalités qui découlent un peu sur un peu l'infrastructure que vous avez devant vous. Donc, si vous êtes une banque et vous avez des réglementations qui vous imposent un peu de garder certaines ressources en local, mais vous aurez beaucoup plus de flexibilité à laisser d'autres en ligne. Donc, vous allez adopter une mesure hybride. Donc, si vous n'avez pas de réglementation qui vous impose une certaine mesure locale ou pas, vous pouvez décider de laisser vos ressources purement cloud. Vous pouvez peut-être laisser toutes vos ressources en local. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a des solutions pour faire la même chose, l'authentification multifacteur de base, peu importe la taille, peu importe la catégorie d'infrastructure que vous avez. Donc, ce qu'on recommande, on ne peut pas recommander une infrastructure, c'est vos réalités qui découleront un peu sur ce que vous avez, les solutions qui répondent à vos problématiques en interne, mais l'essentiel, c'est d'adopter les solutions pour vous protéger, peu importe le scénario dans lequel vous êtes. OK. Il y avait encore Allô? d'autres interventions, d'autres questions? OK. Euh, D'accord.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, moi, pour votre connexion massive. Je suppose que j'ai essayé et j'ai été un peu clair. S'il y a d'autres questions plus tard qui vous viennent plus tard, vous pouvez nous contacter à nos liens habituels. Maud va peut-être compléter cette partie-là. Je vous souhaite un bon week-end. Restez en sécurité et à très vite. Allô, Et Maud? merci encore pour... Oui, Non, non, c'est bon. d'accord. Merci encore pour votre présence nombreuse. Vous recevrez certainement le support sous peu. Je vous souhaite encore une excellente soirée à tous. Bonne soirée. À très vite.